Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans Fréquence Greux, votre nouveau podcast pour parler de tech. Et voilà, on est reparti, on est aujourd'hui à Boulogne-Billancourt, on est chez Oppo pour parler effectivement de nouveaux modèles, pour parler de la marque, pour voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez Oppo, mais avant j'ai un message très important. Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. C'est ça, abonne-toi au podcast, sinon ça va très mal se passer. Aujourd'hui j'ai un invité, c'est Denis Morel. Bonjour Denis. Bonjour Aurélien. Tu es le boss de Oppo en France, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est un bien grand mot, mais... C'est toi qui t'occupes de Oppo en tout cas en France, qui en a la responsabilité. Écoute, je suis directeur général de la marque effectivement en France. Ce qui est quand même très bien, bravo. Merci. Alors Denis, moi je voudrais qu'on parle de la marque. La marque elle est arrivée en France il y a combien? Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, je dirais 2 ans et demi. 2 ans et demi, vous êtes arrivé avec un lancement grande pompe, pyramide du Louvre, c'était bien pour lancer le Find X justement en France. Ça avait fait couler un peu d'encre à l'époque, on s'était dit tiens, un nouveau fabricant chinois qui vient avec un produit à 1000 €. Effectivement, ouais. Alors là maintenant vous avez eu d'autres modèles qui sont sortis entre temps, beaucoup, et là on arrive avec une toute nouvelle série, c'est la série Find X3. Cette série Find X3 elle présente effectivement le plus haut de gamme aujourd'hui chez Oppo, notamment au niveau de la photo et de la vidéo également. Alors les écrans on l'avait déjà vu l'année dernière avec le Find X2 Pro, il y avait de très belles évolutions. Vous continuez sur la gamme, avant de parler technique des produits en eux-mêmes avec David qui est le chef de produit dans quelques instants, je voulais qu'on parle un peu de la marque. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, début 2021 avec Oppo? Bah écoute, on poursuit notre développement et je dirais que ça s'accélère même puisque, comme tu l'as dit, nous sommes arrivés un peu plus de 2 ans avec à l'époque le Find X. Depuis, nous avons énormément enrichi la gamme puisque on a lancé la gamme Reno qui est arrivée courant 2019. Puis on est venu un peu plus tard avec la gamme, la série A qui vient maintenant compléter en fait l'intégralité des segments marché. Donc on peut adresser l'intégralité du marché aujourd'hui avec cette gamme de produits. En parallèle, on a beaucoup travaillé sur notre présence en distribution. Oui. Puisque au départ, on était présent chez 2-3 clients, principalement quelques opérateurs et des grandes enseignes spécialisées. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans 90% des magasins qui font les volumes de smartphones. Donc, on vous retrouve partout en fait aujourd'hui. On nous trouve, oui, quasiment partout. Et puis le gros travail a été fait aussi pour faire connaître la marque, puisque ça, malheureusement, ça ne se fait pas tout seul. Ouais. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Donc on a commencé à tisser quelques partenariats importants, stratégiques, avec Roland Garros notamment. On est partenaire premium, mais également avec le FC Barcelone, avec Wimbledon, le Rolex Paris Master et puis League of Legends. Ouais. Donc tout ça nous donne pas mal de visibilité. En parallèle, on communique également sur nos produits flagship avec des grands plans de communication. Donc voilà, aujourd'hui la marque elle est connue du grand public. On a encore du travail à faire, mais bon écoute, on travaille dur là-dessus et puis on pense que cette année avec le lancement de la nouvelle gamme Find X, tout devrait normalement bien se passer. Je pense à la distribution. Tu me dis que vous êtes présent dans plus de 90% des enseignes, que ce soit bien évidemment online et offline, dans tout ce qui va être les magasins courants en fait. Comment est-ce qu'on arrive à travailler sa stratégie pour être présent et pour se différencier des concurrents? Parce que moi aujourd'hui je suis consommateur, j'arrive dans un magasin quel qu'il soit, je vois un éventail de smartphones de partout. Alors je me dis Oppo est présent, même si je ne vous connais pas, j'ai peut-être vous rencontrer un moment. Comment est-ce que vous arrivez à avoir l'emplacement stratégique qui fait que dès qu'on arrive, eh bien vous êtes visible? Écoute, si tu vas en point de vente, tu verras que les produits Oppo sont présentés de façon assez premium, parce qu'on travaille bien la mise en démonstration de nos produits. Les produits sont en règle générale ce qu'on appelle chez nous des produits de démo en fait. Ouais. Donc, tu vois, tu peux jouer avec, tu rentres dans les menus, donc tu as une vision assez claire du produit et de la qualité des produits. Donc ça c'est un point qu'on met vraiment en avant systématiquement dans notre présence en magasin. On travaille beaucoup aussi sur la formation des vendeurs, l'accompagnement. Il y a quelques magasins, on a nos propres ambassadeurs également. Donc tout ça contribue à délivrer une bonne image de la marque et de ses produits, et puis surtout de valoriser l'ensemble de nos innovations, parce que sur les produits Oppo, il y a beaucoup d'innovations. C'est ça. Comment est-ce qu'on arrive à montrer les innovations à des gens qui ne vous connaissent pas en magasin? Tu me dis effectivement par la formation des vendeurs, mais les vendeurs, ils ne peuvent pas être derrière tout le monde. Non, à montrer, à expliquer. Tu me parles d'ambassadeurs dans des magasins. Qui sont ces ambassadeurs dans les magasins? Ce sont des gens qui représentent la marque, valorisent nos innovations, donc des gens qu'on va former, et puis avec l'accord des grandes enseignes, on va proposer de mettre en place des plans d'animation avec nos ambassadeurs dans certains magasins. Je me rappelle quand j'ai connu la marque, moi, il y a quelques années, effectivement, en France,
j'ai vu des produits technologiquement avancés, avec beaucoup d'innovation et un gros travail sur l'innovation derrière, mais effectivement une marque était assez peu connue. Et toute la difficulté, c'est effectivement de la faire connaître. Aujourd'hui, votre marque, elle est mieux connue. Où est-ce que vous en êtes en termes de positionnement par rapport au marché ? Positionnement à quel niveau ? Positionnement au niveau des ventes déjà, ne serait-ce que ça, parce que c'est souvent le nerf de la guerre. Le but, c'est d'avoir des smartphones, c'est de les vendre. Oui, bien sûr. Vous vous positionnez comment aujourd'hui ? Disons que là, à date, on est rentré dans le top 5 du marché en France. Alors pour la petite histoire, on est numéro 4 au niveau mondial. On vient de passer pour la première fois de notre histoire numéro 1 en Chine, sur le marché chinois, quand même un des grands marchés. Et donc en France, pour l'instant, on vient d'intégrer le top 5 avec une position en termes de part de marché de l'ordre d'à peu près de 5%. D'accord, ok. Oppo est une marque qu'on connaît aujourd'hui, mais tu saurais un peu nous faire un peu l'histoire de la marque ? Quand est-ce qu'elle a été créée ? Quel était le début de la marque ? Le smartphone, c'est un produit qui est très récent. J'imagine que Oppo existe probablement d'avant l'ère du smartphone. Oui, alors c'est une marque qui est arrivée qui a été créée en 2004. Alors à l'époque, on n'était plus sur de l'audio-vidéo, donc ce qui a fait d'ailleurs le succès d'Oppo dès sa création. C'est des produits vraiment de qualité, des DVD très haut de gamme. Certains d'ailleurs clients nous en parlent encore de ces produits. Et puis assez vite, un téléphone a été lancé, je crois que c'était en 2008. Le premier téléphone, alors à l'époque c'était pas des smartphones, c'est ce qu'on appelle des feature phones, mais avec un design très, très novateur. Et puis en 2011, donc ça fait tout juste 10 ans, on a lancé notre premier smartphone. Alors au départ en Chine, puis assez vite un déploiement en Asie principalement, puis dans d'autres régions du monde avec une arrivée sur le marché européen en 2018. On voit que l'innovation est au cœur de Oppo. On le voit toujours sur les produits les plus haut de gamme. Alors c'est vrai, dans la gamme A, c'est un peu différent, même si les produits restent quand même assez intéressants. Vous avez présenté il n'y a pas longtemps un smartphone qui va s'enrouler, se dérouler, pas réellement s'enrouler, mais en tout cas agrandir la surface de l'écran avec un système d'écran qui s'enroule ou qui bascule par derrière. Moi, j'ai pas vu la technologie, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas désossé. Malheureusement, je ne pouvais pas. Ce produit-là, est-ce qu'il verra le jour un jour ? Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait imaginer arriver sur le marché ou est-ce qu'on reste vraiment dans le proto pour montrer ce qui est capable de faire Oppo ? Alors, effectivement, c'est un concept aujourd'hui assez... Alors, il y a des concepts qui ne sortent pas. Là, on a vraiment pu mesurer l'attente qu'il y avait autour d'un produit de ce type-là. Parce qu'aujourd'hui, le grand format, c'est plutôt du fold. Oui. Donc, un écran avec... un téléphone qui se sépare en deux écrans. Qui se plie dans un sens... Qui se plie, voilà. Ouais. Donc, là, il n'y a pas de pliure, puisque effectivement, l'écran se déroule, s'enroule. Et donc, ça permet d'avoir une expérience... vraiment immersive. Si on regarde de la vidéo ou si on joue en ligne, on a vraiment quelque chose de vraiment très bon. Donc on a présenté ce produit à l'Innoday en fin d'année dernière. Quand on a vu le concept, on s'est dit c'est un concept, et puis assez vite on a vu le produit arriver. On a eu l'occasion en France de récupérer le prototype et de le partager, et on a reçu énormément d'engouement de la part de la presse tech déjà, et puis également du grand public, puisque quelques personnes ont eu l'occasion de le voir. Donc nous, on est convaincus en fait de ce form factor, et on fait tout en tous les cas pour que ce concept puisse arriver rapidement. Maintenant, il y a des gros enjeux et des défis intéressants sur ce produit. C'est la mise en production déjà. Oui. Est-ce qu'un produit comme ça peut rentrer en production facilement ? Donc on travaille sur ces sujets, mais à date, j'ai pas plus d'infos. Mais tu penses que ça pourrait arriver ? Potentiellement. Oui, l'idée c'est que quand on travaille sur des technologies de ce type-là, c'est de les mettre sur le marché. Donc à date, j'ai pas plus d'infos que ça, mais en tous les cas, je l'espère. On regardera ça très près, c'est super intéressant. Perspective de Oppo 2021, 2022, comment est-ce que vous vous situez ? Où est-ce que vous allez aller ? Est-ce qu'il y a des nouveautés, des nouveaux partenariats ? J'imagine que ça continue bien évidemment avec Roland-Garros et tous les partenaires que tu as cités tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver dans les tuyaux qu'on peut dire ou pas ? Et en termes de volume et de part de marché, est-ce que vous avez des espoirs de gagner encore des positions ? J'imagine que oui, c'est toujours un peu le sens de l'histoire. Ça, ouais. Tu vas dire non, je vais reculer. Est-ce que vous avez un peu de visibilité, des perspectives dessus, des nouvelles actions dont tu pourrais me parler là ? Oui, alors je peux donner quelques indications. Donc, effectivement, on souhaite continuer notre très forte croissance. Pour ça, on va s'appuyer sur des produits qui sont compatibles 5G. Donc, on va beaucoup parler de 5G cette année, au travers déjà de nos gammes Find X qui vont être lancées, mais on va essayer de décliner un petit peu la 5G sur des produits un peu plus entrée de gamme pour donner accès à la 5G au plus grand nombre.
Donc ça, c'est un axe de développement important. On a également lancé en toute fin d'année dernière une gamme de produits d'objets connectés avec la Oppo Watch et puis les écouteurs sans filtre wireless. Donc ça, c'est des produits qu'on souhaite là aussi développer. Donc on a beaucoup travaillé sur les référencements de ces produits, sur la promotion de ces produits. Après, sur les partenariats, on a des gros partenariats, donc on va s'attacher à bien les travailler plutôt que d'aller en chercher de nouveaux. Donc ça, je parle de Roland Garros et de tous ces partenariats sponsoring. Et puis continuer à développer la marque au travers de nos campagnes communication. Super intéressant. Voilà, monsieur. On est maintenant avec David Chevaux, qui est le chef de produit chez Oppo. Ça va, David ? Ça va bien, Aurélien, et toi ? Écoute, je vais très bien, je suis très heureux de t'accueillir. La dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de votre nouveau smartphone avec une technologie un petit peu intéressante dont on parlait il y a quelques instants avec Denis Morel, avec le smartphone qui vient se déplier, enfin s'engrandir, qui ne se plie pas, il s'agrandit, il se rétrécit avec cet écran qui s'enroule. Voilà, très intéressant. Et là, on est très heureux de pouvoir t'accueillir à nouveau pour parler de votre gamme Find X3, nouveauté, 3 nouveaux modèles, dont notamment le modèle Pro qui est le modèle le plus haut de gamme et qui raconte une très jolie histoire. Est-ce que tu peux déjà nous resituer la gamme Find X chez Oppo ? Alors la gamme Find X chez Oppo, c'est vraiment la gamme la plus exclusive, donc qui va introduire les toutes dernières innovations de la marque en matière de technologie, mais aussi éventuellement de design ou sur d'autres aspects comme ça. Et donc c'est vraiment la série qui va introduire toutes ces innovations et qui va nous permettre aussi de montrer un peu le savoir-faire de la marque et puis de faire parler aussi un peu de nos produits à travers ces belles technologies. Il y en a plein. D'accord, donc on est vraiment là pour montrer ce que c'est faire Oppo et ce que Oppo est dans le ventre, en gros. C'est ça. C'est ça, ok. 3 nouveaux modèles, est-ce que tu peux rapidement, succinctement me donner leur ADN à chacun, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail du Pro, qui est effectivement le flagship, le modèle aujourd'hui le plus haut de gamme chez Oppo ? Oui, effectivement, on a 3 modèles donc, qui s'adressent à différents publics, puisqu'ils sont aussi proposés à différents prix, mais chacun avec des atouts dans leur gamme de prix. Donc on a le Find X3 Lite pour commencer par le plus petit, qui est, on peut dire, un milieu de gamme qui a pratiquement tout du haut de gamme. Ensuite, on a le Find X3 Neo, qui est pour moi un petit cocktail, on va dire, de l'excellence, mais un tarif un peu plus accessible. Il est à 799 €. Et on a le Find X3 Pro qui est là vraiment le flagship avec on va dire, les dernières innovations. Et c'est là où on va retrouver forcément le plus de choses nouvelles introduites par la marque. Là, vous me présentez tout ce que vous avez, tout votre savoir-faire, vous le mettez dans un smartphone. C'est ça. Alors moi, je suis toujours un peu surpris par ce produit parce qu'on me l'a présenté la semaine dernière, je l'ai pris dans les mains. Et il y a un truc qui me surprend, c'est la légèreté et la compacité du produit. Effectivement, Oppo, ça fait longtemps qu'Oppo travaille en fait sur l'architecture des composants du smartphone est assez avancée dans la matière et c'est ce qui nous a permis aussi aujourd'hui de proposer des smartphones haut de gamme, légers et fins, ce qui n'est pas forcément évident en termes de... quand on met tout, on veut mettre beaucoup de choses dans les smartphones pour qu'ils soient ultra performants et qui plaisent aux utilisateurs, mais il faut faire aussi en sorte que ça soit quand même agréable à prendre en main. Donc c'est vraiment un travail effectivement qui nécessite de la recherche et de l'optimisation. Tu sais tu arrives à expliquer ça en fait, parce que je vois effectivement il y a une batterie de 6000 mAh, je dis pas de bêtises. 4500, excuse-moi. 6000 là on est vraiment... Le mec il s'est complètement perdu, il y en a tellement je sais plus. Ok, vous avez une batterie de 4500 mAh, vous avez un Snapdragon 888, je dis pas de bêtises, avec son modem 5G qui est intégré directement au Snapdragon, donc on arrive à gagner un petit peu de place à l'intérieur. Comment est-ce qu'on arrive à gagner en volume? Comment est-ce qu'on arrive à gagner en poids? Parce qu'en termes de caméra, vous avez toutes ces caméras. Est-ce que c'est ce nouveau dos? Parce que vous avez un dos qui est super intéressant et tu vas m'expliquer dans quelques instants parce qu'il y a une vraie particularité. Comment est-ce qu'on arrive à gagner en poids? Tu m'expliques qu'il y a des composants, mais est-ce que tu arrives à expliquer quels composants et de quelle manière justement on arrive à faire ça? Alors là, il faudrait, ça serait bien d'inviter les ingénieurs de la R&D parce que je pense qu'ils pourraient l'expliquer beaucoup mieux que moi. On aille en Chine. On aille en Chine ou qu'on fasse une call avec eux. Mais effectivement, c'est vraiment, ça se passe au niveau de comment on peut optimiser la place des composants, comment on les intègre entre eux. Et tout ça, ça demande aussi vraiment une recherche de longue haleine, on va dire. Mais Oppo avait déjà proposé, tu te rappelles avec le Find X2 Neo par exemple, ou avec le Reno 4, des produits aussi très fins. Donc ça fait déjà longtemps qu'Oppo est dans cette réflexion de proposer des designs assez fins et qui tiennent facilement en main. Et effectivement là, on a travaillé sur une coque assez particulière, puisque c'est une coque en verre mais en forgé à chaud et avec qui est faite d'une seule... Alors c'est difficile à dire à la radio là parce que si on n'a pas le visuel venez sur ma chaîne YouTube, vous verrez tout. C'est compliqué. Mais effectivement, on a l'appareil photo, le module photo qui est complètement intégré à la coque avec une courbure en fait. Le dos du téléphone va épouser le module photo
Et néanmoins, c'est fait d'une seule pièce, donc c'est extrêmement compliqué industriellement parlé à fabriquer. Et ça a demandé pas mal de développement également. Mais du coup, ça nous permet aussi d'avoir un smartphone qui est déjà très distinctif quand on le regarde de l'arrière. C'est sûr. Très fin. Et voilà, et assez futuriste en termes de design. Ça lui donne un look qui est un peu différent sur un marché où on voit effectivement qu'aujourd'hui les smartphones, j'espère qu'ils se ressemblent tous, ça serait faux, mais il y a beaucoup de smartphones qui ont des points communs visuellement. C'est difficile aujourd'hui pour une marque de proposer un produit qui va être vraiment différent esthétiquement. Donc là, pour le coup, le pari est réussi, c'est vachement intéressant. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il raconte encore, ce produit ? Parce qu'on sait que chez Oppo, il y a les technologies, tout est sous le capot et on ne le voit pas quand on a le smartphone sous les yeux. Ça, déjà, on le voit. Donc ça, c'est intéressant. En termes de performance, au niveau de l'écran, l'année dernière, vous proposez quelque chose de super intéressant au niveau de l'écran. Qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire ? Alors, sur ce modèle, ce qui est la nouveauté, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs, mais elle se trouve notamment au niveau du système de gestion des couleurs. Ouais. C'est-à-dire que c'est le premier smartphone du marché à prendre en charge de bout en bout 1 milliard de couleurs, donc c'est du 10 bits. Et c'est-à-dire que depuis la capture photographique jusqu'à l'affichage sur l'écran, cette qualité, donc 10 bits, 1 milliard de couleurs est prise en charge tout au long du système. Et donc ça permet d'avoir des images vraiment... si j'aime regarder du contenu HDR, ou là, si je suis un spécialiste de l'image, ça parlera certainement plus aux spécialistes de l'image, effectivement, parce que quand on retravaille l'image sur ordinateur, en général, on travaille justement sur des écrans avec profondeur de couleurs élevée. Ouais. Donc là, c'est vraiment, ça permet d'avoir des couleurs plus fidèles, plus réalistes et avec plus de nuances. Un écran qui va être optimisé pour le gaming, j'imagine, qui est aujourd'hui quelque chose qui se développe énormément et de plus en plus, un très très gros marché sur smartphone. Pour le visionnage ? Complètement, on est sur un écran qui est aussi compatible, donc 10 bits, 1 milliard de couleurs, et qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc qui va permettre une très très bonne fluidité justement pour le gaming, avec un taux de rafraîchissement adaptatif, donc ce qui permet aussi contrairement à l'ancienne génération sur le Fan X2 Pro, on avait le choix entre 60 Hz et 120. Là, on peut aller de 10 à 120, donc c'est automatique, mais ça va permettre d'améliorer aussi nettement l'autonomie par rapport à ce type d'écran où je n'avais pas forcément le choix. Et pour revenir aussi peut-être sur la partie photo, parce que sur la partie photo, il y a quand même un certain nombre d'améliorations. Ouais. Le Fan X3 Pro intègre 2 fois un capteur flagship, c'est-à-dire on a co-développé un capteur avec Sony, qui est l'IMX766. Il est développé que pour vous ? C'est ça. On le retrouvera que chez vous, nulle part ailleurs. Alors peut-être chez un cousin, mais en tout cas pas ailleurs. La famille, c'est la famille. Et donc il équipe le grand angle et l'ultra grand angle, ce qui apporte un gros avantage parce que du coup on va avoir les mêmes fonctionnalités, la même qualité sur le grand angle comme sur l'ultra grand angle. On n'aura pas de sacrifice à faire quand on va passer sur l'ultra grand angle. Il ne va pas y avoir de différence de couleur en fait et de lumière captée entre les deux, et on aura une vraie comment dire, les modèles, les photos seront vraiment très très proches. Homogènes, sont cohérentes. Super, c'est ça, homogènes, merci. Et on peut aussi aujourd'hui dire que c'est le meilleur ultra grand angle du marché, puisque sur le papier on a 50 mégapixels en termes de définition, on a une profondeur de couleur donc 10 bits, 1 milliard de couleurs. On a aussi un autofocus extrêmement performant sur cet ultra grand angle, et on utilise une lentille de surface freeform qui permet de corriger au niveau physique la distorsion, donc pour avoir vraiment une excellente gestion de la distorsion, y compris sur les bords de l'image. Ça, c'est différent par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. C'est très rare, je n'ai pas en connaissance en tout cas de l'avoir vu ailleurs. D'accord. Donc ça, tu me parles de grand angle, ultra grand angle, on a 4 en tout, 4 objectifs, 4 capteurs différents également sur ce smartphone. Les 2 autres, ils servent à quoi ? Alors on a un téléobjectif qui permet de zoomer donc, en optique jusqu'à x2 et en hybride jusqu'à x5. On peut même aller jusqu'à x20 en numérique, mais là on aura une petite perte de qualité. Et une 4e lentille qui est un petit peu la nouveauté qui fait une différence avec ce qui se fait sur le marché, puisque ça aussi ça se retrouve nulle part ailleurs, c'est la lentille microscope, et qui permet de faire un agrandissement jusqu'à x60 et vraiment de découvrir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ça va vraiment au-delà du macro où finalement on peut voir quand même les choses à l'œil nu. Là on voit vraiment des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Alors j'ai essayé, on voit les fibres dans les tissus en fait. Par exemple. Ouais. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit une fois de plus l'innovation de Oppo. Et maintenant, moi, ce qui me pose un peu question là-dessus, c'est l'usage. Parce qu'il y a un effet waouh, clairement. On prend ça, on l'a vu nulle part. On parle souvent de macro sur les smartphones. Et moi, la macro, je ne suis pas convaincu. Je trouve qu'aujourd'hui, ça sert. C'est assez peu bien réussi. Certains sont pas mal, mais dans la plupart des cas, ça sert à rien et c'est pas très beau. Là, il faut proposer un truc qui est à la fois beau, qui est intéressant, il y a un effet waouh, mais je vois pas l'usage derrière. Pour moi, c'est après voilà, chacun effectivement utilise un téléphone comme il l'entend.
Néanmoins, pour des personnes qui s'intéressent un petit peu à l'image ou qui aiment bien faire de la photographie, je pense que c'est quand même un vrai plus, parce qu'on peut vraiment découvrir des choses, redécouvrir un petit peu son quotidien, et c'est des choses finalement très banales avec ce capteur, en découvrant des choses qui sont finalement pas si banales quand on voit ça au niveau microscopique. D'accord, donc on est sur des curieux en fait qui veulent de temps en temps. Voilà, ok. Donc... Et puis il y a un côté ludique aussi, c'est vrai que si on le montre à ses amis, en général, il y a toujours tout de suite un effet waouh. Et mais c'est indéniable. Voilà, ça fait tout de suite parler, tout le monde essaye, c'est assez amusant. Ok. Téléobjectif, tu me dis qu'on va jusqu'à x20 en numérique au maximum. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de venir pousser, comme on peut retrouver chez certains de vos concurrents, des x100? Alors je sais, moi je suis extrêmement convaincu qu'un x100, quand tu arrives à la qualité d'un x100, ça sert à rien, mais il y a un effet waouh. Il y a un effet waouh, tu arrives jusqu'à... Et ça te permet d'arriver jusqu'à des x30 avec une vraiment bonne qualité. Là, ça veut dire qu'on va arriver jusqu'à j'imagine qu'au x20, x30, on va y avoir des trucs un peu sympas, mais on ne va pas récupérer le maximum de qualité. Pourquoi pas avoir fait le choix justement de se dire, ok, on va pousser davantage, on va aller chercher beaucoup plus loin avec un zoom périscopique, en sachant que le x100, ça sera naze, mais que par contre, le x30, il sera super. Il faut toujours faire des choix quand on propose un téléphone, donc il y a des arbitrages à faire. Effectivement, Oppo continue de travailler sur des téléobjectifs périscopiques encore plus compacts, encore plus puissants. On avait déjà proposé donc, jusqu'à du x60 sur le Fan X2 Pro avec... C'est ça justement. Est-ce que quelque part, on revient en arrière, on recule pas? Mais pourquoi pas continuer dans cette idée-là aujourd'hui? En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est au niveau de la compacité du téléphone. On ne pouvait pas tout mettre. Déjà, on a mis 2 capteurs principaux sur le téléphone, donc ça prend la place. C'est quand même des capteurs assez importants, donc qui sont aussi performants basse lumière. Et aussi parce que statistiquement parlant, les études qu'on a menées montrent aussi que le téléobjectif est beaucoup moins utilisé par les utilisateurs que les 2 capteurs en grand angle et ultra grand angle. D'accord. Voilà, donc ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas un jour sur de prochains téléphones, mais sur ce modèle-là, on s'est vraiment, focusé sur le grand angle et l'ultra grand angle. Et puis, on propose quand même du zoom, certes pas aussi puissant, mais voilà, on sait que c'est aussi moins utilisé statistiquement parlant. D'accord, donc on répond aux usages courants en fait. C'est ça. J'ai compris. Alors moi, je veux qu'on parle d'expérience logicielle, parce que ça, c'est un point qui est aussi super intéressant, et je trouve que votre expérience logicielle, elle est vraiment intéressante chez Oppo. ColorOS, on est sur la version 11, là, si je dis pas de bêtises aujourd'hui. Oui. J'ai bien appris ma leçon, t'as vu. Et je trouve qu'il y a de la clarté, il y a plein de petites fonctionnalités, donc ça, on va en reparler également dans quelques jours sur YouTube, donc je vous invite à venir me rejoindre, et bien évidemment, à vous abonner, comme ça, vous saurez tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ColorOS ? Alors ColorOS, pour moi, c'est une plateforme, une interface qui réunit un petit peu le meilleur des deux mondes quand on regarde Android et iOS. Alors iOS plutôt pour la partie design, parce que c'est assez épuré, assez facile à prendre en main. Et Android parce que on a quand même un aspect extrêmement personnalisable. On peut vraiment finalement tourner un peu l'interface à son goût et à sa façon de faire. Et ColorOS, par rapport à Android, apporte quand même pas mal de petites choses justement en termes de personnalisation. Des choses qui ne sont pas forcément disponibles en natif sur ColorOS. Aussi des fonctions en termes de praticité. On a des fonctions assez uniques comme par exemple la capture d'écran à 3 doigts. On peut faire des captures partielles, des captures longues. Maintenant, on peut faire de la traduction directement depuis la capture d'écran. D'autres gestes aussi de navigation pour faire par exemple partager l'écran en deux ou accéder rapidement à des jeux, etc. Donc on a pas mal de petites choses qui sont mises en place. Et au niveau sécurité, on a aussi des options intéressantes comme par exemple le clonage système là, qui est apparu sur ColorOS 11 qui permet d'accéder donc à son système 1 avec son empreinte 1, système 2 avec empreinte 2. Par exemple pour séparer complètement la vie pro de la vie perso. D'accord, donc ça veut dire que je scanne avec mon pouce droit, je vais avoir ma vie pro, pouce gauche, la vie perso. Voilà. Ça c'est intéressant, c'est intéressant. Ok, super intéressant. J'ai compris. Alors maintenant je voudrais qu'on parle un petit peu des autres modèles. Je veux qu'on parle du Neo et du Lite. Qu'est-ce que je vais pouvoir retrouver sur le Neo par rapport au Pro ? Alors peut-être avant de parler justement du Neo sur toute la gamme, ce qu'on va retrouver, le point on va dire central de toute la gamme, ça va être notamment la charge ultra rapide SuperVOOC. Ah oui exactement, je voulais qu'on parle de ça aussi. Donc non mais t'inquiète pas, je suis là pour te rattraper. Merci. Je vais t'emmener avec moi sur les prochains sujets. Donc la charge SuperVOOC qui permet de charger à 100% en 35 minutes est présent sur toute la gamme. Ça c'est vraiment un point commun. C'est de la 65 watts. 65 watts, ouais c'est ça. Sur tous les modèles, on va retrouver aussi des taux de rafraîchissement élevés, donc pour avoir un écran très fluide. Donc on ne sera pas sur les mêmes valeurs. Sur le Pro, on est à 120 Hz. Sur le Neo et Lite, on est à 90 Hz. Sur les deux, on est à 90 Hz, même sur le Lite. Ouais, c'est ça. Ok, super. Et alors sur le Neo, donc pour faire centrer un petit peu plus sur le Neo, lui va avoir forcément plus de points communs avec le Pro. Il va avoir le même capteur principal donc, qui a été co-développé avec Sony en termes de photos. Ouais. On va retrouver également
le même téléobjectif à l'arrière. On va retrouver à l'avant la même caméra selfie. Ça, c'est vrai que c'est commun aussi aux trois produits. Ok, super. C'est une 32 mégapixels la caméra de selfie. C'est ça, oui. Et également en termes de... comment dire, on reste ici par contre, alors on n'est plus tout à fait sur le même processeur, mais on reste sur un processeur haut de gamme qui est aussi très puissant. C'était la plateforme la plus puissante de 2020. On est sur le 865, qui reste extrêmement puissant et très actuel. Ouais. Et on conserve, comme sur le Pro, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc quand même des belles performances pour ce produit-là. On n'est pas là pour rigoler. C'est ça. et le Lite, du coup Et le Lite, du coup, alors on va garder donc la charge rapide, comme je disais tout à l'heure. On va garder le capteur selfie qui est le même. On reste sur l'écran aussi avec un taux de rafraîchissement 90 Hz. Et par contre, effectivement, au niveau photo, on va retrouver un petit peu autre chose. On est ici sur un capteur à l'arrière qui est donc 64 plus 8, plus 2 plus 2. Ok. Et au niveau de la mémoire, ici, on va être sur du 8 Go plus 128 Go de mémoire. Enfin, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Les tarifs de ces trois modèles? On commence à 449 avec sur le Lite. Sur le Lite, 799 sur le Neo et 1149 sur le Pro. Ok. Le Lite, un peu moins de 500 €. Est-ce qu'il y a... Moi, il y a un truc qui me choque, mais qui m'embête, c'est le nom. J'achète un produit qui me coûte un peu moins de 500 € et le modèle Lite, je trouve que l'appellation Lite, elle a un côté un peu cheap. Ah oui, tu trouves ? Je trouve. Mais c'est mon avis. Neo, ça fonctionne bien, mais je trouve que Lite, aujourd'hui, c'est pas forcément ce que le consommateur a envie d'entendre quand il met quasiment 500 € sur un smartphone. Après, il y a pour ça qu'il y a le nom de la gamme devant quand même. Oui, non, bien sûr. Si on faisait un A-Lite ou quelque chose, ça serait pas tout à fait le même effet effectivement. Mais là, comme on est quand même sur la gamme Fan, c'est la gamme vitrine de la marque, donc on sait qu'on sera pas, même sur la version la plus basse entre guillemets, on sera pas sur quelque chose. On reste sur les hauts de gamme malgré tout. Voilà, c'est l'idée en fait. Ouais. Donc c'est la gamme fait la promesse. Find X 3, on est dans la promesse. Et c'est juste pour resituer, non mais je comprends. Mais c'est vrai que ce terme Lite, et c'est pas que chez vous, mais j'ai l'impression qu'il y a des marques, certaines marques, on n'est pas là pour parler des choix des concurrents, mais j'ai l'impression que certaines marques font le choix de changer ce nom Lite ou de raconter un peu différemment pour justement casser ce côté Lite qui parfois, comme je le pense moi en tout cas, peut faire un peu cheap. Je dis pas que le produit l'est, c'est pas du tout. L'autre risque, c'est effectivement quand on change d'autres noms que finalement on comprenne plus lequel est celui qui est le haut de gamme, lequel est celui qui est entre gamme. On s'y perd dans la gamme. Donc c'est vrai que Lite au moins ça a le mérite d'être clair. Les choses sont claires. On voit très bien où on en est. Ok, écoute, merci beaucoup David. Moi je trouve ces produits intéressants. Alors j'ai rapidement découvert le Neo et le Lite que je connais pas trop. J'ai le Pro avec moi. J'ai la chance de l'avoir un peu en avant-première pour pouvoir le tester, le découvrir. Donc ça c'est super. On en reparlera bien évidemment. Alors pas nécessairement dans le podcast mais sur YouTube parce qu'il y a plein de choses à raconter sur ce produit. Il est super intéressant. Donc une fois de plus, je vous invite à venir me rejoindre sur YouTube. Comme ça vous saurez tout. Merci David. Et puis on se revoit quand du coup nous? Bah écoute, prochainement certainement. J'essaye de glaner des infos, j'arrive pas à en avoir. T'as vu un peu comme ça. Écoute, merci beaucoup. On va se mettre une petite musique histoire de finir en beauté. Voilà, comme ça, on se met dans l'ambiance. C'est sympathique. Merci à vous d'avoir écouté. C'était Fréquence Greux. On se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech. Il y a plein de choses qui arrivent, plein de sujets. Ça y est, ça repart, ça se relance. On est au mois de mars quand je tourne. On est le 10 mars pour être extrêmement précis. Les constructeurs arrivent, les produits arrivent. C'est super. Donc on se revoit bientôt. Et juste avant, un petit dernier message. C'est bon, tu t'es abonné? J'espère que tu t'es abonné. Merci David, merci Oppo. À très bientôt. Salut.